3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Dema, qui est avec nous ce soir, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Et Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également au plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Igor, votre lecture de l'inflation et l'idée que le sprint se transforme en marathon et que, effectivement, on ne va pas échapper de si vite à l'idée d'une inflation qui s'est installée peut-être pour encore plus longtemps que ce qu'on imaginait. Oui, parce que en fait, l'inflation, on l'analyse souvent uniquement comme une perception monétaire. On rend les liquidités plus chères, on les retire, et donc ça fait immédiatement effet. Et en fait, l'inflation n'est pas uniquement monétaire, on vient d'en parler, elle est aussi psychologique, dans les anticipations. Donc un consommateur ou un chef d'entreprise, il ne regarde pas la politique de la Banque centrale, il se dit si les prix augmentent, qu'est-ce qu'il faut que je commande maintenant, quel est mon carnet de commandes. Et donc ce deuxième facteur, il est beaucoup plus difficilement maîtrisable. Puisqu'en plus, on en parlera, on est rentré dans un capitalisme numérisé de plateformes et d'organisation de la pénurie. On le voit dans des secteurs comme l'automobile, le luxe, où en fait il faut faire la queue. C'est maintenant la norme de consommation, c'est le fear of missing out. C'est je vais risquer de perdre quelque chose, et c'est ça qui motive l'achat. Et donc ces deux facteurs là sont en train de jouer, je dirais l'un contre l'autre. Le facteur monétaire, on le comprend bien, le facteur psychologique. Alors il ne faut pas non plus oublier l'histoire. L'histoire, c'est la grande poussée d'inflation dans les années 70, qui est la dernière période d'inflation que les pays occidentaux ont connue. Il y a eu deux pics. Donc il y a eu le premier pic, et puis donc c'est un mouvement d'ampleur qu'on est en train de vivre. On ne reviendra pas au régime d'avant. On ne reviendra pas au régime de baisse des taux. Les mouvements de baisse et de hausse de taux, ça dure 20, 30 ans. Peut-être 10 ans pour les plus courts, mais c'est des mouvements qui sont très amples. Donc là, on est dans l'analyse au mois le mois, avec des composants. Par exemple, en France, quand on a enlevé les mécanismes d'aide sur l'essence, ça a refait monter l'inflation. Alors qu'on en avait moins par rapport à d'autres pays européens. Donc il y a énormément de facteurs qui jouent. Et le dernier facteur, c'est vrai que les entreprises, je pense, ont vu un effet d'aubaine. Et comme le carnet de commandes, globalement, est très bien rempli parce qu'on a organisé la pénurie avec la fermeture des économies pendant le Covid, elles peuvent augmenter les prix parce qu'il y a de la demande. Tant qu'il y a de la demande, on peut augmenter les prix. Après, il y a une asymptote. Pas augmenter les prix des biens et des services ad vitam, mais les gens ont repoussé leurs voyages, leurs achats d'automobiles. Vous voyez le prix moyen de l'automobile aujourd'hui, par le biais des subventions sur l'électrique, tous les constructeurs ont augmenté les prix. Et l'automobile devient quasiment un produit de luxe aujourd'hui. Et donc, il y a une économie mondiale qui s'étire entre les gens qui arrivent à avoir une capacité de prix, qui n'ont pas géré de stock, qui en fait prennent les commandes des clients. C'est très très visible dans l'industrie de la voiture de luxe, bien sûr, qui préfinancent en fait les premières productions avec les commandes. Et donc ça a effectivement trait au coût de l'argent. C'est-à-dire, comme l'argent coûte très cher, de plus en plus cher, le stock coûte très cher, donc on est obligé de réorganiser sa logistique. Et les entreprises avaient déjà été confrontées à des difficultés de logistique avec le Covid. Donc, en discutant avec certaines entreprises dans la construction, c'était une grande répétition. C'est-à-dire qu'elles ont vu les écueils d'avoir beaucoup de stock. Ça a été un stress test gigantesque en temps réel. Et n'oublions pas quand même qu'il y a une demi-crise frumentaire avec l'accord céréalier à renouveler sur le port d'Odessa. Enfin, il y a beaucoup de choses qui militent pour que les prix continuent à être assez élevés sur beaucoup de denrées assez cœur, que ce soit l'énergie, l'alimentaire, etc. Si le sujet, c'est le sujet des marges des entreprises qui entretiennent ce phénomène inflationniste dans cet nouvel esprit de FOMO que vous décrivez, Igor, enfin, comment on règle le problème ? Comment on peut attendre d'une entreprise qu'elle décide d'elle-même de baisser ses marges ou de baisser ses prix ? Il faut qu'il y ait des fortes baisses de volume. Est-ce qu'on commence à observer ce genre de phénomène dans des secteurs qui ont pu profiter d'un pricing power un peu clandestin d'une certaine manière et qui se retrouveraient aujourd'hui dans l'incapacité de continuer dans ce mouvement-là ? Plusieurs secteurs ont affiché des résultats records en 2022. Donc, je crois que le message, globalement, c'est qu'il y a un peu plus de prudence sur 2023 sur justement l'impact volume. On est quand même toujours
pris dans ce conflit qui, quand même, a des conséquences très importantes sur les chaînes de logistique et les matières premières. Donc, je pense que 2023, on va vraiment voir si c'est l'année de la désinflation ou du maintien des carnets de commandes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont revenues à leur moyenne pré-pandémie aux États-Unis. Donc, il n'y a pas non plus une crainte à moyen long terme sur la dérivation plus que le niveau actuel des inflations. En Europe, la situation est principalement focalisée sur l'énergie. C'est plus de 2/3 de la hausse des indices. Après, les entreprises font leur travail. Dès lors qu'elles perdront des parts de marché, elles baisseront les prix. Ça, c'est le jeu, entre guillemets, du capitalisme et de la concurrence. Mais pour l'instant, on ne voit pas une économie européenne. Alors, c'est vrai qu'on se gargarise à dire la situation n'est pas si pire, comme on dit en Savoie, mais honnêtement, on frôle la récession aussi. Donc, il ne faut pas non plus... non. Et puis, la micro et la macro... On se satisfait d'une médiocrité, CAC 40 qui sont mondialisées, c'est pas non plus les petites entreprises ou la fameuse boulangerie qui va pas payer sa facture d'électricité. Donc, faut être un petit peu raisonnable. Je pense dans les commentaires, on a évité la récession à coup de quand même effets budgétaires, boucliers, etc. On ne peut pas tenir cette politique ad vitam aeternam si les taux continuent à progresser. Et l'exemple de la France par rapport à l'Italie est criant, c'est que nous, on est structurellement en déficit jumeaux budgétaires, commerciaux. Donc il y a un moment où la situation anglaise, elle doit nous arriver d'une manière ou d'une autre, puisqu'on n'est pas capable de combler en fait le tonneau des Danaïdes, on le remplit, puis se vide un petit peu, puis en fait on n'arrive jamais à retrouver le niveau étal. Et donc c'est vrai que ça, c'est des problématiques qui sont moyen-long terme, mais qui vont se poser à un moment ou à un autre si on n'arrive pas à réenclencher un cycle de croissance mondiale. Parce que là, on ne peut pas dire que le rythme de croissance mondiale, il est au niveau mondial pré-pandémique, ou en tout cas une croissance synchrone dans tous les endroits du monde, au-dessus des niveaux ou au niveau des moyennes théoriques, nominales. Donc aujourd'hui, on a aussi un autre phénomène, c'est la Chine, Bien sûr. Qui représente certes 17-18% du PIB, mais sur certains secteurs, certaines matières premières, quasiment 40 à 50% des volumes traités. Donc c'est quand même le moteur le plus puissant du monde. Certes, les États-Unis, c'est un gros paquebot, gros camion, mais le moteur le plus puissant, quand il se remet à démarrer, c'est la Chine. Donc tout ça fait que pour l'instant... moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir de voir les indices d'inflation retrouver des niveaux conformes peut-être au discours des marchés. D'où le risque, à mon avis, ces prochains mois sur un peu de déception. Les marchés ont pris beaucoup d'avance. Donc il y a peut-être un tempo plus négatif sur les marchés actions. On reviendra sur les actions. Oui, on en dira un mot spécifiquement, oui, bien sûr. On est allé très vite, la situation n'est pas complètement rose non plus sur l'économie. Il y a une petite phase d'observation quand même qui paraît légitime. Si on compte de 0,5% de croissance en France, ça c'est sûr que pour combler un déficit de 5% du PIB, on va mettre très 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 longtemps. Est-ce qu'on arrive déjà à valider un peu macroéconomiquement la reprise chinoise? Est-ce qu'on peut mettre un peu de substance derrière les anticipations de marché qui ont fait s'envoler les prix des actions chinoises en fin d'année dernière? Igor, bon, les actions... Les investisseurs occidentaux, ou disons du capitalisme anglo-saxon, découvrent que la Chine a son propre point de vue, son propre barycentre, un système politique qui est totalement différent et une vision qui n'a rien à voir avec la façon dont nous fonctionnons. Donc, moi, ça fait 15 ans que je le dis, je suis allé souvent en Chine. On se trompe complètement de la façon dont les Chinois voient, eux, leur développement. Donc, on s'était encore trompé en disant qu'ils vont réouvrir progressivement. Ils n'ont pas du tout réouvert progressivement. Donc, je pense que investir en Chine, c'est déjà accepter le fait qu'on n'y comprenne pas grand-chose. Et qu'on n'a pas les mêmes lunettes, on n'a pas la même façon de voir le monde. Après, c'est un très, très grand pays. Je pense que l'Occident a toujours l'arrogance de vouloir tout prévoir et en fait, dans les 3/4 de la planète, ça ne se passe pas comme ça. Les gens ne fonctionnent pas comme nous. Donc, moi, je trouve toujours difficile d'investir dans des pays où il n'y a pas le même cadre de pensée, même pas le cadre juridique. Après, ce sont des pays puissants qui font partie de la chaîne logistique internationale, donc on les regarde. Mais il y a honnêtement, aujourd'hui, il y a tellement à faire en Europe. Alors voilà, moi je voulais plutôt qu'on parle des actions européennes. Est-ce que vous disiez... C'est moins cher.
parce que les secteurs qui sont... Voilà. D'accord. C'est pas encore trop cher, les actions européennes? Non, quand on regarde les PE moyens du stock 600, c'est... Non, mais quand on compare à des rendements obligataires, par exemple. Non, parce que vous avez toujours... Non, pas encore, parce que vous avez toujours beaucoup de dividendes. Il y a beaucoup plus de dividendes distribués en Europe qu'aux États-Unis. Donc la prime de risque action, elle n'est pas totalement consommée. Si les résultats viennent à baisser, à s'écrouler, et les retours sur equity, les retours sur fonds propres et les marges, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est pas le scénario, c'est pas le narratif. Et quand on fait l'exercice de ce que versent les entreprises américaines, leur prix par rapport aux fonds propres, notamment, même les taux d'intérêt, la carte, elle est plus favorable pour aller chercher des investissements en Europe qui sont value. Ça fait 3 ans qu'on fait mieux. Oui, 3 ans, mais ça fait 15 ans qu'on était... Ah ben je sais, ben oui, non mais... 15 ans de politique de taux bas qui n'ont d'ailleurs jamais réussi à faire monter l'inflation. Donc on peut penser que la politique monétaire n'arrivera pas à la faire baisser structurellement, mais ça fait 15 ans que les États-Unis sont portés par la baisse des taux, et là, la hausse des taux, c'est plus favorable à des marchés boursiers qui sont plus value. C'est assez booléen. Donc dans la poche action, c'est toujours là qu'il faut être. Aujourd'hui, les résultats ne nous donnent pas d'indication de ne pas y être. Et après, c'est des secteurs value où il y a du cash, pas de problème de bilan, une bonne empreinte géographique et pouvoir de prix, pas de stock lourd à gérer. C'est ça la clé d'un secteur ou d'une entreprise. Et on voit bien dans le textile, ceux qui disparaissent, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir de prix, pas de marque, beaucoup de stock. Oui, c'est toute une partie de notre histoire qui est générationnelle, qui est balayée effectivement dans l'industrie textile aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Igor Demac, Vital Épargne, Nicolas Götzmann, la financière de la Cité, et Sébastien de Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management.